Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On traite deuxièmement une autre pathologie menaçante, une autre comorbidité qui va survenir au niveau de la grossesse. Donc deuxièmement, c'est le diabète gestationnel. C'est le cours de Dr Sheha. Toujours vous allez trouver tous ces supports dans la description. Toujours je vous invite à abonner chers collègues pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Toujours je demande un maximum de partage. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Donc, après l'HTA, on avait vu précédemment qu'il y a été une grande mobilisée. Malheureusement, c'était une affection grave. Aujourd'hui aussi, donc, l'association diabète et grossesse, c'est une situation aussi qui est à haut risque pour les deux, en même temps, pour la mère et pour le fœtus. Donc, vous êtes en train de voir les ressemblances entre cette comorbidité de diabète et de l'HTA. Généralement, on les voit souvent en association. Donc, ce sont les maladies de notre génération. Donc, premièrement, on a deux. Donc, comme l'HTA, on a le diabète dit gestationnel. Donc, c'est le diabète qui va présenter au niveau de grossesse. Et deuxièmement, il est à distinguer ce dernier par le diabète préalable. Donc, il s'agit d'une HTA préexistante dans le cours précédent. Donc, il s'agit aujourd'hui aussi d'une femme qui est diabétique, qui veut avoir une grossesse. Donc, pour le diabète gestationnel, premièrement, il représente et il est présent dans 3 à 5% des femmes enceintes. Donc 3 à 5 des femmes gestationnelles vont développer un diabète gestationnel. Son principal intérêt et en termes de santé publique, c'est quoi? C'est d'identifier les populations qui sont à risque de diabète ultérieur. Donc, parmi les caractéristiques, ça c'est à noter. Je vous invite à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Parfois, le diabète est gestationnel. Parmi les complications de ce dernier, c'est qu'il peut évoluer vers un diabète ultérieur de façon définitive. Donc, notre intérêt chez ces patientes qui vont avoir ce diabète gestationnel, c'est de dépister les patientes à un risque d'avoir le diabète maladie post-gestationnelle. Faites attention à différencier ce diabète gestationnel par rapport au diabète préalable. Donc, ce diabète, c'est une femme déjà qui est diabétique et qu'elle est en train d'avoir une grossesse. C'est moins fréquent, donc c'est 0,5 à 1% des cas. Donc, si on vous pose la question, c'est le diabète gestationnel qui est le plus fréquent. Mais il entraîne des complications maternelles et fœtales qui sont beaucoup plus importantes. Donc, rarement on a des indications à une femme qui est diabétique d'avoir une grossesse. Ça nécessite une planification, ça nécessite une hygiène de vie, des régimes, des mesures extensives, des mesures énormes. Donc, généralement, c'est déconseillé pour une femme diabétique d'avoir une grossesse. Malheureusement, là, elle va avoir des conséquences maternelles sur elle-même et même des conséquences fœtales. Donc, ce que vous êtes en train de voir, ou bien ce que vous allez voir dans votre pratique médicale, c'est souvent le diabète gestationnel. Je répète, le message de secours, c'est d'avoir dépisté, recherché les populations à haut risque d'avoir un diabète ultérieur. Donc, l'amélioration du pronostic des grossesses chez les femmes diabétiques passe avant tout par une programmation préconceptionnelle. C'est ce qu'on est en train de dire. Des femmes qui ont eu déjà de diabète, donc ils vont subir des programmations conceptionnelles, réduire les risques, tout en nécessitant une collaboration qui est lourde, collaboration multidisciplinaire étroite. Ça va impliquer, notez-les bien, donc le diabétologue, le néonatologiste et le gynéco-obstétricien. Trois multidisciplines ou bien trois disciplines sont impliquées pour une femme diabétique pour avoir une grossesse parce que les retentissements sont multiples, soit sur elle-même, pronostic maternel et bien sûr pronostic fœtal. Donc, et une prise en charge adaptée de ces grossesses. Donc, ces femmes diabétiques, généralement, c'est rarement qu'on les conseille d'avoir une grossesse. Pourquoi? Le risque, qu'on vous voyez là, il est ultime. Notez-vous bien que c'est le diabète de type 2 qui est souvent retrouvé. Donc, le diabète type 2 préalable à la grossesse, mais qui est méconnu. C'est le plus dangereux car souvent il est négligé. Donc, une femme qui a été déjà diabétique type 2, mais elles ne savent pas. Ce dernier, il va développer, ou bien il va se manifester
au cours de la grossesse et c'est le plus dangereux. Pourquoi? Car il est négligé. Donc, la prévalence est forte et en augmentation aujourd'hui. Donc, vous allez voir ça en endocrino, le diabète. Donc, les facteurs de risque sont encore d'augmenter. On note de plus de patients qui ont une tolérance ou bien aux insulines. Donc, de plus en plus des patients qui sont diabète type 2. Les objectifs de secours, ce que vous êtes en train d'acquérir aujourd'hui, c'est connaître le principe de dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel, je répète, c'est pas le diabète préalable. Comment prendre en charge un diabète gestationnel, la conduite à tenir qu'on va aborder dans les prochaines parties. Comment prendre une charge, la deuxième pathologie, qui est une femme diabétique préexistant à une grossesse pour éviter les complications, je répète, qui sont maternelles et fœtales. Donc, trois compétences aujourd'hui à acquérir. Dépister les diabètes gestationnels, rechercher les populations à risque. Comment prendre en charge ces derniers lorsqu'ils sont identifiés. Et je répète, la prise en charge lourde chez des femmes qui ont déjà connu ou bien diabète préalable. La multidisciplinaire, la prise en charge multidisciplinaire, diabétologue, néonatologiste et votre rôle gynéco-obstétricien. On passe maintenant au titre le plus important qui est la physiopathologie. Donc ça, c'est du diabète type 2 qui est souvent retrouvé. En physiopathologie, notez-vous bien qu'il s'agit de plusieurs périodes. Donc, on note deux périodes dans l'évolution de ce diabète gestationnel. Premièrement, c'est la première moitié de grossesse. Et deuxièmement, on notera la deuxième moitié de grossesse. Premièrement, au cours de la première moitié de grossesse, qu'est-ce que vous allez retentir? Donc, on va noter une augmentation de la sensibilité à l'insuline et de la réponse insulinique au glucose. Donc là, la femme, elle a tendance, faites attention, à l'hypoglycémie et à la cétose. Faites attention. Donc, aux premières moitiés de grossesse, faites attention d'administrer des insulines, ou bien de l'insuline, ou bien des hypoglycémies oraux. Vous allez provoquer une hypoglycémie qui est, notez-vous bien, plus grave que l'hyperglycémie. Donc, ça peut évoluer même vers la coma hypoglycémiante. Ça, vous avez vu en immunologie. Plutôt, vous avez vu en neurologie. Donc, ça, donc en première moitié de grossesse, faites attention, c'est la tendance à l'hypoglycémie et à la cétose, si on vous pose la question. Pour la deuxième moitié de grossesse, donc, deuxièmement, pour la deuxième moitié de grossesse, qu'est-ce que vous allez noter là? Une insulinorésistance qui est favorisée par quoi? Par la sécrétion hormonale placentaire. Donc, les hormones placentaires, on a l'exemple là, le lactogène. Donc, c'est l'exemple de l'hyperprolactinémie, du progestérone, l'hyperprogestéronémie. Donc, et l'élévation aussi des hormones de la contre-régulation. On note l'élévation des hormones de cortisol, de leptine. Donc, au cours de grossesse, il s'agit de multiples modifications physiologiques. C'est un état de stress. Donc, vous allez noter au cours de la deuxième moitié, lors de l'augmentation de la sécrétion placentaire, une insulinorésistance. Et vous allez noter là, c'est l'hyperglycémie. Je répète, première moitié de la grossesse, hypoglycémie. Faites attention, c'est primordial. Ne pas prescrire, c'est à proscrire tous les hypoglycémiants. Et c'est à la deuxième moitié, au cours du développement, la sécrétion placentaire, les hormones, le prolactine, la progestérone, les cortisol, donc l'augmentation des hormones stressantes. Ça va donner tout ça, ça va donner une hyperglycémie. Regardez-vous bien, tous les hormones sont hyperglycémiants, sauf l'insuline qui est hypoglycémique. Un état de stress, cortisol, hormones de croissance, tout ça, ils sont en faveur d'une hyperglycémie. Si la fonction pancréatique est normale, donc il s'agit d'une adaptation hyperinsulinémique qui est réactionnelle, donc 100 à 200% des cas. Si la fonction hépatique est déficiente, donc en particulier en postprandial, vous allez noter le diabète dit gestationnel. Donc, la physiopathologie, elle est expliquée par la diminution de la fonction hépatique. Donc, si la fonction hépatique, je répète, est déficiente, là, vous allez évoquer ou bien vous allez trouver, dépister un diabète gestationnel dû à cette hormone, bien, hypersécrétion hormonale par les hormones placentaires. Deuxièmement, chez la femme diabétique, il n'y a pas augmentation des besoins en insuline
D'où il s'agit de la nécessité de mise en route de l'insulinothérapie. Donc ça diffère. Pour le diabète gestationnel, si vous avez un pancréas qui est défaillant, donc ça c'est là, bien c'est le diabète gestationnel qui va survenir surtout postprandial, fonction hépatique déficiente, chez la femme diabétique. Donc ça nécessite la mise en route de l'insulinothérapie car il n'y a pas une augmentation des besoins en insuline. Deuxièmement, la notion du passage transplacentaire. Faites attention. Donc, le glucose et les corps cétoniques traversent alors que l'insuline, il ne franchit pas la barrière hématoplacentaire. Là, je demande votre attention. Le glucose, les corps cétoniques, donc, vont être transmis, ils vont traverser la membrane placentaire, c'est ce qui va expliquer, faites attention, la macrosomie surtout, on va voir ça dans les séquelles fœtales. Mais l'insuline ne traversera pas à cause de son grand poids moléculaire. Donc, c'est pour cela le seuil rénal du glucose, il est abaissé, d'où le manque d'intérêt à la glucosurie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous constatez une glucosurie chez une femme enceinte, ce n'est pas un indice, je répète, à un diabète. Donc, c'est le seuil de glucose qui est diminué, c'est un mécanisme protecteur afin de protéger le fœtus contre cette hyperglycémie. Donc, le risque là, l'insuline ne passe pas, donc le fœtus, il est déjà susceptible d'avoir une glucose, bien hyperglycémie. Donc, le mécanisme préventif ou bien le mécanisme compensatoire, c'est le rein. Qu'est-ce qu'il va faire le rein? Il va diminuer son seuil rénal de glucose. Et là, on va noter une augmentation de la sécrétion de ce dernier au niveau des urines. Donc, ça sert à rien de dire qu'il s'agit d'une glycosurie chez une femme enceinte. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme compensatoire de quoi? Le fait que l'insuline ne va pas franchir la barrière hématoplacentaire. Donc, tout ce qui est rouge, tout ce qui est en gras, tout ce qu'on est en train de préciser sont bien sûr à retenir, sont souvent questions fréquentes d'examen et des notions de base à retenir. Avant de conclure cette partie, on va voir les retentissements ou bien les complications. Donc, premièrement, une femme qui a déjà un diabète, donc quel est le retentissement sur sa grossesse? Un diabète connu avant la grossesse, premièrement, notez-vous bien, il s'agit ni un retentissement sur ni la fécondité, ni la mortalité. Donc, une femme déjà connue diabétique, donc la fécondabilité, elle est normale. Et deuxièmement, la mortalité périnatale lors de prise en charge, une optimale, donc c'est inférieur à 2% et elle est presque proche à celle des femmes ou bien des autres grossesses normales. Donc, faites attention. Donc, la fécondabilité n'est pas atteinte chez la femme diabétique. La mortalité, c'est presque la même. D'autres femmes qui sont non diabétiques. Les conséquences là sont premièrement à retenir chez la mère. Donc, vous allez noter la grossesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aggraver la survenue et l'apparition des micro-angiopathies. Premièrement. Deuxièmement, comme on avait dit toujours, on a l'association diabète et HTA. Ça, c'est à noter tout ce qui est en gras. Donc, premièrement, la micro-angiopathie. Deuxièmement, l'hypertension artérielle. Dans 25 à 30% des cas, la prééclampsie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compliquer 9% à 66% des diabètes. Bien des femmes diabétiques enceintes. Première complication, la micro-angiopathie. Deuxièmement, l'hypertension artérielle. Vous pouvez consulter le cours précédemment. Donc, on a toujours l'association HTA et diabète. C'est la prééclampsie qui est le lien entre ces deux-là. Troisièmement, troisième complication, tout ce qui est en gras, c'est à noter. Donc, c'est la rétinopathie. Elle est retrouvée dans 7% des cas. Elle est faite, bien, elle est faite à l'effet vasculaire de l'hyperprolactinémie, l'œstrogène, les progestérones, l'augmentation du débit cardiaque. Donc, ça fait rappel à la physiopathologie du diabète. Tout ça, c'est l'endocrino, l'hypertension artérielle et, paradoxalement, une amélioration rapide de l'équilibre glycémique. Donc faites attention, il ne faut pas équilibrer rapidement la glycémie, ça on va voir, donc ça va provoquer comme complication donc une rétinopathie. Donc la complication, elle se fait la moitié première administration et la suite toujours
progressivement, donc comme toute pathologie, comme hypovolémie, donc aussi l'hyperglycémie, elle est récompensée de façon qui est progressive. Le dépistage, il est fait par quoi? Donc par un Fondey, ou bien un angio, plus ou moins une angiographie, avant, ou bien au début, oui, tous les trimestres, voire tous les 6 mois, s'il s'agit d'un problème. On va voir tous ces notions dans le cours des suivis et dépistage des grossesses à haut risque. Parmi les grossesses à haut risque, je répète, c'est premièrement une femme déjà connue hypertendue ou deuxièmement notre intitulé une femme déjà connue diabétique. Donc l'angiographie, le traitement au laser, il est pas, bien il est non contre-indiqué. Le traitement préalable d'une rétinopathie sera préférable. La rétinopathie floride, donc là, c'est une contre-indication à la poursuite de grossesse. Donc c'est ce que vous voyez là, ça c'est la rétinopathie floride. C'est une contre-indication à la grossesse. L'accouchement, il est facilité et sans effort de pousser. Donc, deuxièmement, ou bien troisième pathologie à noter, ou bien troisième complication au cours de la grossesse, c'est la rétinopathie. Troisièmement, la néphropathie, donc l'atteinte rénale, elle est dépistée, donc ça représente 4% des cas. Elle est à dépister par le dépistage plasmatique de la créatinine, de la microalbuminurie. Je répète, tout ça, c'est du dépistage de grossesse à haut risque. La protéinurie du 24 heures. Aussi, je répète, le risque de retard de croissance intra-utérine, un retard d'accouchement prématuré et de toxémie gravidique. Cinquièmement, la coronaropathie, donc l'atteinte cardiaque. Donc, c'est une contre-indication absolue à la grossesse. La rétinopathie floride et la coronaropathie. Donc, tout ça, ce sont des contre-indications absolues à la grossesse. Troisièmement, ou bien dernièrement, le dépistage se fait de cette coronaropathie par un ECG et une épreuve de l'effort. Ça, c'est la cardiologie. Et dernièrement, les infections urinaires, surtout la pyélonéphrite. Ça, vous avez vu dans le module précédent, donc la néphrologie. Vous avez vu parmi les risques d'une désinfection urinaire, c'est la grossesse, surtout diabétique. Pourquoi? Elle va provoquer une immunodépression qui est physiologique. Donc, si on résume toutes les complications ou bien les conséquences, donc faites attention. La fertilité ou bien la fécondabilité, elle est préservée. Le taux de mortalité n'est pas élevé. C'est proche. Faites attention, tout ça sont des questions probables. C'est proche à une grossesse normale. Les complications sont premièrement là, les microangiopathies, l'HTA surtout, la rétinopathie, faites attention surtout la rétinopathie floride, elle contre-indique la grossesse, la néphropathie, tout ça on avait vu en néphrologie, la coronaropathie deuxièmement, la deuxième contre-indication est les infections urinaires, surtout les pyélonéphrites. Pas seulement des complications maternelles, on note aussi des complications fœtales. Ce qu'on va noter, on note des fausses couches spontanées, donc, sont présentes dans 32% des cas. Si l'HbA1c, donc l'hémoglobine glyquée, elle dépassera les 8%, c'est 15% de la population générale. On note aussi des malformations congénitales présentes dans 15% des cas, c'est 2% de population. Ils sont directement liés à l'équilibre glycémique au début du grossesse, l'hyperglycémie, l'acétonémie. Ils sont impliqués dans la fermeture du tube neural. Vous allez retrouver des malformations neurologiques, des malformations cardiaques, atteinte du système cardiovasculaire, le système nerveux central, le squelette, le rein et même les voies urinaires. Donc, l'hypoglycémie, si on vous pose la question, bien les troubles glycémiques, l'hyperglycémie, elle va impliquer, je répète, des fausses couches. Deuxièmement, des malformations, atteinte cardiovasculaire, neurologique, squelettique, rénale et même malformation urinaire. Ça, vous avez vu en neurologie. La complication la plus redoutable ou bien souvent fréquemment retrouvée, c'est entre 10 à 45%. Ce que vous voyez à droite dans l'illustration, c'est la macrosomie fœtale. Qu'est-ce que ça veut dire une macrosomie? Donc, elle est définie par un point de la naissance qui est supérieur à 90e percentile. Notez bien ce terme-là, souvent posé comme question. Donc, c'est le 90e percentile pour l'âge gestationnel. Ou bien
c'est un poids de la naissance qui est supérieur à 4, voire 4,5 kg selon les régions. Je répète, un poids supérieur à 90e percentile selon l'âge gestationnel, ou bien un poids de naissance supérieur à 4, 4,5 concernant les écoles américaines. Donc c'est 4,5, quel que soit l'âge gestationnel, ça c'est de la macrosomie. Pourquoi cette macrosomie? On avait parlé de ça précédemment dans la physiopathologie. C'est le passage du glucose, mais pas de passage de l'insuline et dans notre hyperglycémie. Il est lié essentiellement à l'augmentation de l'insulinémie fœtale en réponse de l'hyperglycémie maternelle, mais aussi on peut impliquer l'hypertriglycéridémie, la prise de poids maternelle aussi et la génétique. Donc pas seulement le diabète, mais il est incriminé dans la macrosomie fœtale dans 10 à 45% des cas. Le risque là, il reste irréductible malgré la normalisation de l'HbA1c. Pourquoi il est irréductible ce dernier? Parce que la macrosomie, elle est responsable de la dystocie des épaules. Elle donne une cause de déchirure périnatale, bien périnéale pour la femme, des hémorragies de la délivrance. Faites attention, mortalité périnatale. Donc c'est pas la macrosomie qui est grave, c'est les séquelles de cette dernière qui sont graves. Soit pour le fœtus, soit pour le pronostic maternel. Donc on note déchirure périnéale. Le périnée, malheureusement, il est mal réparable. Les hémorragies de la délivrance, mortalité périnatale qui est due à cette hémorragie. Vous allez revoir ça dans les hémorragies du troisième trimestre. Donc toujours, on enchaînera les modules ordre chronologique. Fracture de la clavicule qui est très fréquente chez les fœtus acrosomiques. Fracture de l'humérus et malheureusement des lésions du plexus brachial, des lésions neurologiques. Donc, macrosomie, je répète, donc des complications maternelles, des complications fœtales, voire déchirure périnéale, hémorragie de la délivrance. Pour le fœtus, c'est les fractures de l'humérus et la clavicule, et surtout les atteintes du plexus brachial. Ça va donner un handicap neurologique. Donc, la césarienne, donc faites attention, ça c'est une indication pour vous. Donc, la césarienne, elles doivent être, elle est indiquée devant une macrosomie immense pour éviter ces complications. Donc, notez-vous bien, cette dernière, cette césarienne, elle peut devenir grave. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une hypertrophie du septum interventriculaire. Donc, fausse couche spontanée, malformation congénitale, tous les organes, donc cardiaques, squelettiques, voire urinaires. La macrosomie est la complication la plus fréquente. Et dernièrement, on va noter, donc faites attention, en cas de diabète, vous allez avoir l'hydramnios qui pourra être retrouvé dans 15 à 30%. Et c'est responsable quand vous allez voir des accouchements ou bien des présentations dystociques. Donc parmi les facteurs de risque d'une présentation dystocique, c'est l'hydramnios et même la procidence du cordon. On note aussi l'hypotrophie en cas d'anomalie vasculaire ou de néphropathie, la souffrance fœtale aiguë, la prématurité et bien sûr la mort fœtale in utero. Donc tout ça, c'est les complications pendant la naissance. Après la naissance, vous pouvez constater une détresse respiratoire. En cas de prématurité, c'est la maladie des membranes hyalines. Vous pouvez constater une hypoglycémie. Donc parmi les complications du diabète gestationnel, c'est l'hypoglycémie. Elle pourra atteindre une valeur qui est inférieure à 0,40 g par litre. Une hypocalcémie inférieure à 1,80, une polyglobulie réactionnelle supérieure à 60%, une hyperbilirubinémie, ça va donner l'ictère du nouveau-né, ça vous avez vu en pédiatrie, et une hypoxie tissulaire qui entraîne une production excessive de l'érythropoïétine. Dernièrement, à l'âge adulte, ce fœtus ou bien cet enfant pourra développer un risque de développer ou bien d'avoir le diabète à l'âge adulte. Donc, pour la femme, les complications sont à retenir pour le fœtus. Donc, j'insiste sur la macrosomie fœtale, l'hydramnios, ce sont les plus souvent retrouvés, voire donc, les malformations congénitales. Donc,
surtout le système nerveux central. Donc, plusieurs atteintes ou bien atteintes graves sur le système nerveux central, voire même la non-fermeture de la gouttière neuronale. Donc ça, c'est l'embryologie. Donc l'hypotrophie, la souffrance fœtale aiguë, tout ça, on va aborder dans les cours des souffrances fœtales, prématurité, mort in utero et dernièrement, donc, à l'âge adulte, voire même développer un risque de diabète. Donc ça, c'est tout pour cette première partie, chers collègues. On va voir prochainement la prise en charge de ces cas. Commençons bien sûr par les patientes diabétiques pendant la grossesse. Donc, je vous remercie pour votre attention. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.